8h17 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique avec vous, Pierre Devillenot. Et ce matin, vous recevez le président de la CFE-CGC, François Aumeril. Bonjour François Aumeril. Bonjour. Et merci d'être en duplex avec nous sur Europe 1, d'autant qu'on vous entend peu, en tout cas moins que les autres, sur ce conflit qui dure maintenant, on l'a dit dans les journaux, plus longtemps que celui de 1995. La CGC, ce sont les cadres. Il est intéressant de voir que même le syndicat des cadres est vent debout contre cette réforme des retraites. Et peut-être au-delà du fond, François Aumeril, on a l'impression que c'est la méthode qui vous déplaît. Oui, on a très clairement un problème de méthode. C'est pas nouveau, c'est le cas depuis le début de ce quinquennat avec ce gouvernement. Moi, je n'attaque pas personnellement les individus, les membres du gouvernement, mais la méthode dite de la concertation est une méthode qui ne convient pas. La preuve, on ne peut pas comme ça conserver une forme de flou finalement sur les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement en disant on vous consulte et finalement se retrouver 2 ans plus tard avec un projet de réforme qui ne convient à personne. Dans le discours qu'il a fait au CESE, le Premier ministre finalement reprend exactement sans rien modifier les paramètres qui ont été proposés dès le premier jour. Donc effectivement il y a une espèce de tension qui monte et qui est liée au fait que les partenaires sociaux dans la portion de vérité dont ils sont censés être les témoins, eh bien, finalement, ne sont pas respectés. Mais ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de consensus. Vous dites qu'il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de dialogue. On vous met un texte sous le nez, on vous tend un stylo pour signer, c'est ça ? Oui, en fait, c'est ça. Alors, j'en ai jamais en mesure de négocier avec le gouvernement. Ça ne se fait pas. On négocie entre partenaires sociaux. C'est la culture que l'on a dans les entreprises et dans les branches. Ça, c'est la théorie. Mais, la pratique est différente, vous nous le dites. En l'occurrence, avec le gouvernement, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que pendant 2 ans, eh bien voilà, on est invité à donner nos remarques, nos commentaires, on fait remonter les problèmes. Nous, à la CFE-CGC, on a quand même posé un certain nombre de questions qui nous paraissent être des questions importantes. Ça, c'est le fond. Et on se retrouve 2 ans plus tard avec une situation d'extrême tension parce que aucune de nos questions n'ont trouvé une réponse du côté du gouvernement. C'est-à-dire, on vous répond quelque chose qui ne vous convient pas ou on ne vous répond pas tout simplement ? Je vais vous donner un exemple. Nous, depuis le début, on dit qu'il y a un problème avec l'assiette de cotisation. Oui. Ça a été un petit peu commenté. On a baissé le niveau des cotisations. Enfin, en tout cas, c'est la proposition du gouvernement dans le nouveau système de baisser le niveau des cotisations de 8 plafonds de la Sécu à 3 plafonds de la Sécu. Et moi, je dis depuis le début, mais on a quand même un problème parce que ça va mettre de fait le futur régime en déficit de l'ordre de 3 milliards par an. Parce qu'il y a des droits dans le système actuel qui vont devoir être couverts par des cotisations qui n'existeront plus. Je pense que c'est assez simple à comprendre, et Jean-Paul Delevoye, à l'époque c'était lui, ne nous a jamais dit le contraire. Il nous a dit, même c'est peut-être un peu plus grave, il a dit, eh bien nous comptons sur les réserves pour pouvoir justement combler ce trou. C'est quand même 65 milliards d'euros à terme. Oui. Et je trouve quand même un peu incroyable que le gouvernement qui nous dit, je vais supprimer les régimes spéciaux, commence par en créer un 43e, c'est-à-dire le régime spécial des gens qui ont acquis des droits entre 3 et 8 plafonds de la Sécu, et qui ne seront plus couverts par des cotisations et dont l'ensemble des cotisants, c'est-à-dire l'ensemble des salariés, tous les salaires du premier euro au dernier, devront finalement consacrer les réserves qu'ils ont accumulées pour pouvoir combler ce trou que l'État a créé. C'est là que vous dites incroyable. C'est là que vous dites que le gouvernement s'approprie des sommes qui ne lui appartiennent pas. Mais tout à fait. Et moi, je trouve ça quand même un peu fort de café que d'un côté, le gouvernement, mais c'est une technique assez éprouvée finalement, le gouvernement creuse des trous dans des dispositifs bien gérés par les partenaires sociaux, il prend des décisions au-delà d'eux-mêmes et il creuse des trous et après il vient nous en faire le reproche. Comme quelqu'un qui prendrait dans votre poche et qui après viendrait vous dire mais vous n'avez pas suffisamment pour payer la consommation. Eh bien non, cette méthode est une méthode absolument inacceptable parce que le gouvernement joue en permanence double jeu, finalement crée les conditions de la rupture et du déficit et après dit puisque c'est comme ça, je vais prendre le pouvoir et mettre la main sur les réserves qui par ailleurs ont été constituées par l'ensemble des épargnants pour faire face à des chocs économiques et à des déséquilibres démographiques, mais absolument pas pour faire face à des décisions du gouvernement qui viennent mettre en déséquilibre les régimes. Mais alors comment est-ce qu'on peut arriver à un système universel ? Finalement, ça serait une mauvaise idée ? Ce qui est une mauvaise idée, c'est un système unique, par point. C'est ce que nous combattons à la CFE-CGC. Mais c'est pas un peu la même chose ? Non, en fait, c'est très différent parce que dans le système actuel, il y a une forme d'équilibre qui s'est créée et qui respecte beaucoup mieux l'individualisation des carrières. Nous avons un système Pardonnez-moi, c'est pas ce que disent une majorité de Français qui disent que justement, il y a beaucoup trop de régimes spéciaux et de statuts dérogatoires.
Vous savez, les régimes spéciaux, c'est 3% des gens, hein, et c'est peu. Oui, mais ça pose quand même problème. C'est pas une histoire de proportion, c'est le fait que ça existe. Le fait que ça existe, moi, vous savez, je suis pas contre l'abolition des privilèges, mais j'observe que d'abord, premièrement, est-ce que ce sont vraiment des privilèges, ce qui existe dans les régimes spéciaux? Je pense que ça mérite débat et négociation. Vous avez encore entendu tout à l'heure, peut-être sur notre antenne à 7h40, le président des métiers du tourisme qui dit que pour 25 heures par mois, un conducteur de train gagne 5200 € avec énormément d'avantages. Ça lui déplaît. C'est pas mon opinion, c'est celle du président des métiers de l'hôtellerie et du tourisme. Donc vous voyez bien que ça gêne. Mais moi, je pense, comme le président de l'hôtellerie et du tourisme, que effectivement, les gens qui travaillent dans ce secteur économique sont beaucoup trop mal payés et qu'il n'est pas suffisamment attractif. Si c'est ça le problème, je pense qu'on peut l'aborder d'une autre façon. Moi, je ne suis pas pour l'égalité haineuse, telle que les philosophes nous la décrivent. Mais je pense que s'il faut abolir les privilèges, il faut commencer par le haut et pas par le bas. Moi, je trouve toujours intéressant qu'on mette en compétition les gens qui sont au bas de l'échelle salariale et qui sont dans les professions les moins bien rémunérées. Bon, alors, admettons façon, et par ailleurs, si on doit faire une réforme, comment est-ce qu'on doit la conduire, selon François Auméry? Vous savez, des réformes, on en a fait peut-être une dizaine dans les 30 années qui se sont passées, et ce sont des réformes pour encore le coup récemment vraiment avec Mme Touraine. Oui, et il y en a eu. Et vous savez, la dernière réforme Agirc-Arrco, la CFE-CGC l'a signée. Et pourtant, croyez-moi, c'était pas très facile de s'engager là-dessus. Donc, vous savez, nous, on a un bon bilan en termes de respect des équilibres. Moi, je pense que ce sont les systèmes complexes qui nous permettent le mieux d'aborder les situations de crise les plus difficiles. Un système unique par point, nous le connaissons très bien. C'est ce qui existe quelque part en Europe du Nord, en Suède. C'est ce que les Belges ont refusé. C'est un système qui n'est pas flexible et qui s'adapte très très mal aux crises économiques. Pourquoi? Et qui a pour conséquence la baisse des pensions. Bien parce que dès que vous avez un recul du PIB, puisque ce qui a été le cas en 2008 et en 2009, vous avez un impact immédiat non seulement sur les salaires, mais aussi sur le calcul des pensions et un impact de fait sur les gens qui sont les plus fragiles et qui ont les plus petites pensions. On a un système qui, d'une certaine façon, a beaucoup de mal à s'adapter aux crises économiques. Notre système français, il a ses défauts et il faudra le faire évoluer sur un certain nombre de dispositions, comme on l'a déjà fait par le passé. Mais par contre, il a une capacité beaucoup plus résiliente à absorber les chocs économiques, à prévoir aussi les vagues démographiques, c'est extrêmement important. Et puis aussi, il respecte beaucoup mieux l'individualisation des carrières. Je vais vous en donner 2 exemples. Les carrières progressives. Nous sommes très attachés à la CFE-CGC, à cette notion de carrière dite ascendante ou progressive, qui sont des gens qui rentrent à des bas niveaux de salaire dans l'entreprise, qui s'impliquent, qui deviennent techniciens, agents de maîtrise, parfois cadres, et qui donc ont une retraite qui est mieux valorisée par le fait qu'on prend en compte les 25 meilleures années. Oui. Dès l'instant que dans un système à points, nous n'avons pas de garantie d'un taux de conversion des meilleures années sur le niveau de la retraite, eh bien, il y a un risque important à ce que ces gens-là, qui ont d'une certaine façon prouvé leur implication dans la société et dans le travail, s'ils n'ont pas de meilleure garantie qu'ils auront une retraite en proportion de leur dernier revenu, eh bien, effectivement, c'est un peu un problème. Au fond, là où certains voient de l'injustice, d'autres y voient de la justice et inversement. Vous savez, moi, je suis pas trop favorable, effectivement, à considérer que c'est une opération de justice que de faire payer par ceux qui n'ont pas beaucoup les retraites de ceux qui ont encore moins, en fait. Vous, cette réforme, en fait, vous ne la conduiriez pas. Est-ce que vous diriez que cette réforme voulue par Emmanuel Macron, c'était même dans les gènes de la construction de la Macronie au moment où il était candidat à la présidentielle, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, c'est une réforme tout simplement 100%, 110% politique? Ah oui, c'est une réforme totalement idéologique. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est la conclusion qu'on peut tirer du conflit actuel. Le gouvernement, dans ses premiers éléments de langage, nous dit que c'est une réforme de justice, une réforme qui permettra d'améliorer la situation de tout le monde, etc. Et on voit de mettre fin aux régimes spéciaux, même si c'est 3%, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, alors moi je pense que c'est l'argument politique qui permet de masquer la réalité qui est derrière le dispositif. J'ai commencé en vous disant que la réduction de l'assiette de cotisation posait problème. Nous savons très bien, puisque désormais c'est un fait acquis et un petit peu commenté, que les plus hauts salaires de la grille salariale seront invités à mieux se pourvoir pour leur retraite, dite complémentaire, avec des fonds de pension et des retraites par capitalisation. Et on sait tous que dans les dispositifs dits de régime par
pension motionnelle, tel que ça existe en Suède par exemple, eh bien en fait, l'ensemble des personnes couvertes par la pension de base sont invitées à se pourvoir, donc, suivant leurs moyens, avec des systèmes par capitalisation. Ça fait la richesse des banques et des assurances. Moi, je fais le pronostic que c'est le système vers lequel on veut nous emmener. Moi, je ne veux pas le condamner a priori. Ce que je condamne, oui ou non, c'est la ça méthode. fait la richesse des banques et des assurances, François Méril. Ça fait pas forcément la richesse des banques. Ça fait si, parce qu'on va aller voir son banquier pour faire une retraite complémentaire. Vous savez, les banquiers, ils n'ont pas tellement besoin de ça. Et puis, dans les banques, il y a des gens qui travaillent. C'est pas le sujet. C'est que le sujet de la retraite par capitalisation doit être posé sur la table avec tous les risques que ça représente. Je dois vous dire que ceux qui comptaient sur une retraite par capitalisation avant la crise de 2008 et qui ont dû se retrouver à travailler 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus pour pouvoir avoir une retraite correcte, eh bien, ils savent vous dire ce qu'il faut penser. D'un mot, François Méril, vous êtes invité à nouveau aux discussions le 7 janvier. Vous allez dire quoi ? Je vais un petit peu reposer toutes les mêmes problématiques, demander pourquoi est-ce que le gouvernement nous dit par exemple que la retraite des femmes est mieux valorisée dans le nouveau système alors que nous pensons le contraire. Voilà, ce sont des sujets. Je vais demander une fois de plus à ce que sur les questions techniques, les questions que nous avons posées qui posent problème, nous ayons un vrai débat argumenté, et des vraies réponses, avec des chiffres, avec des confrontations et des vraies réponses. Merci beaucoup François Méril, président de la CFE-CGC, d'avoir été en direct et en duplex avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.